Après la chasse, je suis passé dans le transport, sur Nord Atlas, et ceci est une autre histoire. Ça, c'était en 2023. Alain Picmal nous racontait son expérience de jeune pilote de chasse sur Mystère 4A. L'histoire dont il parle, c'est celle qu'il a vécue après la chasse à bord d'un avion de légende, le Nord 2501 Nord Atlas, surnommé la Grise. Au CAEA, Alain est la mémoire du Nord Atlas. Il a volé sur 168 exemplaires et totalisé plus de 5300 heures de vol, dont près de 1200 de nuit, notamment lors de longues missions au-dessus de l'Afrique ou vers le Moyen-Orient, mais aussi un 14 juillet au-dessus des Champs-Élysées. Passons dans le cockpit où il nous attend. Nous voilà dans le poste de pilotage du Nord Atlas, avec un poste de pilote, le copilote, le radio, le mécanicien navigant sur le siège qui se déplie et le navigateur. Le tableau de bord peut être partagé en 5 avec en face du pilote les commandes, les instruments de vol, ensuite à la droite les instruments de navigation, ensuite à droite les instruments moteurs et à droite les instruments de consommation d'essence. Face au pilote était le synthétiseur Chambard sur les avions dont le numéro était supérieur à 80. Le synthétiseur Chambard nous montrait une maquette mobile sur un horizon. Et il suffisait de mettre la maquette sur l'horizon et de suivre les indications. Les indications du pilote et du copilote étaient différentes. Du côté du pilote, l'horizon était électrique. Le synthétiseur Chambard était électrique. L'horizon artificiel du copilote était un horizon à dépression, avec un conservateur de cap à dépression. Sur les avions inférieurs à 80, l'horizon à gauche et à droite était le même. À la fin de ma carrière, les instruments de navigation étaient beaucoup plus compliqués et donnaient une précision plus grande qu'au début. Exemple, on avait 2 VOR, un TACAN, un radiocompas double. Alors, le TACAN, Tactical Air Navigation, c'était un instrument entièrement militaire qui fonctionnait dans la bande UHF. Les VOR, Visual Omni Range, c'était un instrument civil qui marchait en VHF et ça donnait les mêmes instructions que le TACAN. Il était associé à un DME, un Distance Measuring Equipment, qui donnait la distance en même temps. Avec le radiocompas, qui était au début un instrument qui était classique en début de carrière, mais qui était obsolète en fin de carrière. Le pupitre central, avec les manettes des gaz, les roues de compensateur, avec tout ce qui a trait à la mise en route des moteurs, le train d'atterrissage, les volets et les phares. Il y avait un passage pour le pilote automatique qui a été démonté dans les années 70. Le pilote automatique, c'était un stabilisateur de vol qui marchait avec la dépression des pompes à vide, et entre autres, et qui était juste une stabilisation des vols. On conservait le cap, on conservait l'altitude, et c'est tout. Il n'y avait rien d'automatique derrière. Il a été démonté lors d'un crash qui a eu lieu en 1970. On a supposé que c'était le pilote automatique qui était en cause et qui a créé 30 morts. Et de là a été démonté tous les pilotes automatiques de l'armée de l'air. Il m'est arrivé une petite anecdote concernant le pilote automatique. En vol de contrôle, j'ai eu un blocage commande. La trappe dans l'intersoute du pilote automatique était débrayée et elle avait bloqué un gyroscope qui empêchait l'avion de tourner à gauche. Et la trappe s'est décoincée en finale. J'ai pu me poser à Francazal normalement. J'ai fait 350 vols techniques qui m'ont permis de voler sur 168 des 208 Nord qui étaient dans l'armée française à ce moment-là. Et on va passer à la navigation. Avec les boîtes de commande, du radiocompas double, des VHF entièrement militaires,
les VOR, les deux VOR. Il y avait un système de dégivrage des ailes. Quand le givre se formait, des boudins en caoutchouc se déformaient par la pression de l'air qui les gonflait et qui justifiait la déformation des bords d'attaque pour décoller la glace qui se formait. Et on pouvait vérifier les boudins par les rétroviseurs qu'on avait en face de nous, qui nous permettaient de voir les ailes sans avoir à se déplacer. Nous voici au poste du navigateur, avec sa table en bois, pour qu'il puisse planter son compas à pointe sèche pour calculer les distances. Devant les instruments de navigation, avec le garnier crouzet et les instruments de VOR et TACAN, les indications de vitesse et d'altitude. En haut, les manettes de gestion du carburant, la contenance totale 5090 litres, la consommation horaire à la puissance de 900 chevaux en croisière, 4 litres à la minute, pour une distance totale de 2500 km ou bien 9 heures. Lors des vols tactiques où on décollait en formation, il y avait un pistolet qui tirait des fusées rouges pour avertir les avions qui suivaient l'avion leader que l'avion leader était en panne, et ça permettait aux successeurs de freiner et de ne pas décoller. Je vais vous montrer comment on s'en servait. Je prends le pistolet, je l'ouvre, je mets une cartouche, je referme, je mélange l'endroit et je tire. Voici le cinémodérivomètre qui servait à calculer la dérive en fonction du vent et en fonction du cap qu'on suivait. On mettait un crayon dedans, on visait une cible au sol, on suivait la cible en fonction du déplacement de l'avion, et ainsi de suite, et on lisait la dérive en mettant les traits qu'on avait tirés sur les cibles auparavant. On avait la dérive en haut. L'astrocompas. L'astrocompas servait de jour à viser le soleil pour vérifier que l'on suivait un cap. En faisant une visée au travers du dôme qui se situe au-dessus du cockpit, on faisait un relevé de la direction du nord vrai pour la comparer aux indications du compas magnétique pour corriger un éventuel décalage. C'était surtout utile lors des traversées des grandes zones désertiques où l'on ne pouvait pas disposer de balises radio pour corriger le cap. Le poste radio, qui a été supprimé dans les années 70, avec les améliorations des conditions radio, avec son poste émetteur, son poste récepteur, son antenne pendante et son manipulateur radio. Il communiquait avec le sol à grande distance en morse. Et pour ce faire, il avait le code Q à sa disposition. Le code Q qui était un code universel qui raccourcissait les procédures radio. Exemple, QFU, ça voulait dire piste en service. Il y avait uniquement 3 lettres pour dire piste en service. À droite, l'antenne pendante qu'on déroulait pour parler à grande distance et qu'on n'oubliait pas de rentrer à chaque atterrissage. Pour sortir le train en secours, on commençait par la roulette de nez, on soulève la trappe, on tire dessus. Et les ressorts qui sont montés sur le train sortent la roulette de nez. Maintenant, on va prendre la procédure pour descendre le train en secours. D'abord, déverrouiller le train. Ensuite, prendre la manivelle. L'accrocher en haut. Prendre une jambe de train, la mener sur secours. Normal, secours. Et tourner 75 tours.
pour avancer la roulette de nez, la roulette du train principal jusqu'à 11 degrés. Et elle sera verrouillée quand la lumière s'allumera. À ce moment-là, on redéroule 75 tours pour ramener le rouet en position pour la deuxième roue. La deuxième roue, on le met sur le secours et on recommence 75 tours. Allumage de la lampe verte, le train est sorti en secours. Nous voilà maintenant dans le cargo. Le Nord-Atlas pouvait transporter 42 passagers, ou bien 5 tonnes de fret, ou bien 36 paras, dont 34 sautants avec 2 largueurs. Il y avait des passagers un peu particuliers. Exemple, en 1966, j'ai transporté 2 girafes et 2 chats sauvages de Niamey, en Niger, en passant par Ouagadougou, c'était en Haute-Volta, mais donc au Burkina Faso maintenant, et à destination de Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le zoo d'Abidjan. Alors on prenait des précautions supplémentaires pour nos girafes, qui ne faisaient que 2,10 mètres de haut, et on descendait à 258 minutes pour privilégier la bonne audition de nos girafes. Ensuite, j'ai transporté curieusement un broussard entier dans le Nord-Atlas pour l'attaché militaire de l'ambassade d'Israël. J'ai voyagé en Europe et en Afrique, et ma plus longue mission a été de livrer un Nord-Atlas à Saint-Denis de la Réunion, en passant par l'Afrique centrale. Et au retour de cette mission, on a survolé la Tanzanie avec une carte où il n'y avait pas du tout de renseignements concernant l'altimétrie, et nous avons été pris dans les nuages. La radiosonde qui indiquait la hauteur par rapport au sol indique que le sol se rapproche, donc elle est partie de 5000 pieds, et puis elle diminuait 4000 pieds, 3000 pieds, et là on a commencé à monter. On est monté de 5000 pieds jusqu'à 9000 pieds, où on sort des nuages, et là on s'aperçoit que la radiosonde est stabilisée 1000 pieds au-dessous. Donc le sol était à 1000 pieds. Merci la radiosonde. On avait aussi des missions dites de guerre, l'atterrissage de nuit par 5 balises. 2 à l'entrée de piste, une à 400 mètres et les 2 autres à 400 mètres derrière. Donc ça faisait une piste de 800 mètres, l'écartement 30 mètres. C'était une piste gazolée. Et on se posait de nuit sans le phare, avec une vitesse d'approche qui était la vitesse minimum de contrôle. Pendant l'approche, on était à une vitesse faible et surtout, on déterminait le point où on arrondissait très près du sol, et l'arrondi se faisait au pifomètre. La pente était toujours normale et on voyait toujours la piste normalement. Quand on avait l'impression que la piste se relevait, que les lampes se relevaient, c'était le moment d'arrondir. Et l'impact se faisait très durement, et avec l'atterrissage, avec l'utilisation de la reverse. On se posait dans les 800 mètres largement. J'ai vécu une expérience assez sensationnelle, à savoir que j'ai défilé pour le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Alors, on décollait d'Orléans, avec la piste d'Orléans, à ce moment-là, faisait 100 mètres de large. On était donc 16 avions à décoller en boîte de 4, avec une boîte de 4 supplémentaire pour au cas où il y ait une panne. On était tous alignés sur la piste, avec l'ailier gauche sur le taxiway. Le décollage se faisait le leader, l'ailier droit et l'ailier gauche en même temps, avec le charognard, le numéro 4, décollé à 5 secondes. Ensuite, la boîte suivante se décalait de 10 secondes, et ainsi de suite. Ce qui faisait que dans la minute,
on était tous en l'air. J'étais le charognard, le numéro 16 de la dernière boîte. Alors on décollait avec la boîte supplémentaire qui sortait du circuit dès qu'on arrivait sur les Champs-Élysées. Pendant le défilé du 14 juillet, le pilote à gauche avait le manche et moi, j'avais les manettes des gaz, parce que le pilote ne pouvait pas tout faire pour contrer les turbulences. Il y avait beaucoup de turbulences qui étaient dues au vol des 15 avions qui nous précédaient et le pilote ne pouvait pas tout faire. Il existe des images de ces défilés où l'on voit mon avion, le numéro 16, en queue de formation.